Ouais. Et on a vu quelques patrons sur des statistiques indiennes, je dirais. Ouais. On a vu aussi qu'on pouvait voir ces patrons dans des tatouages. Et on a vu des solutions optiques aussi, des nœuds. Ok, c'est bien. Alors là, on va voir, c'est bien, merci Simon. On s'était arrêté, vous vous souvenez, à l'arbre de vie, qui est un dessin très graphique avec une dimension symbolique, puisque je rappelle que la symbolique du nœud, c'est le lien. C'est le fait de nouer, donc de lier, de s'interconnecter. Et cet arbre, il symbolise cette interconnexion entre le ciel et la terre. Et on retrouve cet arbre de vie dans beaucoup de cultures européennes, asiatiques, Amérique du Sud. J'ai pas eu le temps de chercher, mais à mon avis, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir trouver sur alors peut-être pas graphiquement fait de la même façon, mais sur l'interconnexion avec le ciel et la terre, à mon avis, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir retrouver. Ce qui est intéressant dans ces lignes, dans ces entrelacs, hein, je rappelle ces phénomènes d'entrelacs qui sont des bandes enlacées qui passent dessus, dessous. C'est cette représentation qui est à la fois figurative et à la fois non figurative, c'est-à-dire qui tend à l'abstraction. C'est-à-dire qu'on reconnaît encore l'arbre tel qu'on le connaît, nous, les êtres humains. Donc, on est capable encore de l'identifier. Mais quand on s'éloigne de la représentation centrale, donc figurative, on appelle ça comme ça tend à l'abstraction. Et donc ça me semble quelque chose d'intéressant dans le cadre des arts plastiques ou d'une pratique en arts plastiques, puisque c'est tout le propos aussi de l'époque moderne, c'est-à-dire que cet élément figuratif qu'on retrouve chez Mondrian, il faut que je vais vous le montrer. Vous voyez de quoi je parle quand je dis Mondrian avec son arbre ou pas? Tu suis? Parce que moi j'étais avec. Qu'est-ce que tu as posé comme question, Virginie? J'ai dit, est-ce que vous voyez de quoi je parle quand je parle de l'arbre de Mondrian? L'arbre de Mondrian, ça m'étonnerait. Non, alors je vous montre ça parce que je pense que ça fait écho aussi, c'est quelque chose qui me semble intéressant justement dans le cadre d'une référence qui peut faire écho justement Et là, on n'a à pas la l'image. figuration et à la non-figuration. Alors c'était dans la deuxième conférence, ça veut dire que vous ne l'avez toujours pas regardé. Je blague, hein. Alors, je vous montre, ça fait partie. Ouais, non, mais c'est. On est page 22. On est sur l'arbre de vie, justement. Ah oui, alors attends. Hop, hop, hop. Vous voyez mon écran? Non. Non? Mince. Alors, je regarde. Donc, je vous ai mis l'arbre de Mondrian. Partager écran. C'est parce que là, c'est pas l'écran. Ça arrive. Voilà. Là, vous le voyez. Vous voyez l'arbre de Mondrian ou pas? Oui. Ok. Donc, ça me semble intéressant de cette référence de l'arbre de vie avec justement cet arbre de Mondrian. Mondrian qui est un artiste du XXe siècle, donc de l'époque moderne, qui finalement a commencé par des œuvres figuratives comme beaucoup d'artistes du début du XXe et qui ensuite a expérimenté l'abstraction. Et donc, dans cette représentation, déjà, elle est intéressante pour les élèves parce qu'elle permet finalement de définir de façon très facile le passage de la figuration à la non-figuration et à l'abstraction. Donc, si quand vous passez une épreuve d'oral, on vous pose la question, il suffit de vous souvenir de cette œuvre de Mondrian, pas cette série. On appelle ça une série, hein. C'est toujours le même sujet, mais représenté de façon différente. Donc là, c'est le premier arbre. Il s'appelle Arbre rouge. Donc, il est figuratif, hein, même si les couleurs, finalement, pourraient nous éloigner, s'écarter un petit peu de la réalité. Ça reste quand même une œuvre figurative, on reconnaît l'arbre. Ça, c'est l'autre arbre
toujours de Mondrian, un peu plus tard, l'arbre gris, il l'a appelé. Donc, vous voyez, on a toujours cet arbre qu'on est capable de reconnaître. C'est toujours une œuvre figurative, puisqu'on est capable de reconnaître l'arbre. Par contre, on commence à tendre à la non-figuration, c'est-à-dire quelque chose qui s'écarte du référent, du sujet, c'est-à-dire l'arbre, en l'occurrence, pour cette œuvre-là. Et on commence à avoir des formes qui sont géométrisées. Donc, on est vraiment dans une tendance à l'abstraction. C'est toujours une œuvre figurative, hein, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une œuvre réaliste, hein, il ne faut pas se tromper entre ces deux éléments. On peut avoir une œuvre figurative et pas réaliste, on peut avoir une œuvre figurative et réaliste. Réaliste, je rappelle, c'est un courant artistique. Le grand protagoniste du réalisme, c'est Courbet, Gustave Courbet, début 19e. Et le troisième arbre de toujours Mondrian, vous voyez, c'est une œuvre qui me semble vraiment intéressante à retenir, qui est complètement abstraite. C'est-à-dire que si on ne lit pas le titre c'est Pommier en fleurs, c'est difficile de deviner que c'est un arbre. Donc on est vraiment sur une œuvre abstraite, on n'est pas capable de reconnaître l'arbre, c'est pour ça que c'est une œuvre abstraite, très géométrisée. Avec des empattements au niveau de la peinture, avec des lignes, des formes qui, pour lui, signifient les feuilles des arbres. Et on est vraiment dans quelque chose qui se libère de la réalité. Hein, c'est en 1912, vous voyez, début du XXe, il y a plus de 100 ans. Et c'est une œuvre qui est vraiment intéressante dans le passage de la figuration à l'abstraction, en passant par la non-figuration. J'en profite pour vous montrer celle-là qui est vraiment qui est dans le même principe. Donc de Picasso, hein, Pablo Picasso. Ça s'appelle les 11 états successifs de la lithographie Le Taureau. C'est au milieu du XXe, 1945. Et c'est intéressant parce que, alors c'est une lithographie. Et d'ailleurs, son lithographe qui était à Paris avait dit c'est fou parce qu'en fait, Pablo Picasso, au lieu de commencer par le dessin final pour dessiner son taureau, il commence par un taureau très bien dessiné pour arriver à quelques lignes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant aussi dans le passage de la figuration à l'abstraction. C'est-à-dire qu'on a un taureau qui est extrêmement bien dessiné, et qui, par étapes successives, donc par une démarche finalement où il va aller à l'essentiel, donc enlever de la matière, clairement, arriver à quelques lignes qui vont symboliser à la manière de Picasso, ce taureau. Alors, il y a que Picasso qui peut le dessiner comme ça, mais c'est quelque chose dans les étapes qui est vraiment intéressante parce que finalement, on s'aperçoit que c'est très difficile finalement de faire de l'abstraction sans être passé par la figuration. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis souvent quand je fais des conférences dans les musées, par exemple, où souvent on entend encore des choses un peu abracadabrantes comme un enfant de 6 ans pourrait faire ce tableau quand il est abstrait. Et en fait, je ne connais pas d'artistes qui font de l'abstraction qui ne savent pas dessiner. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'avant de comprendre l'abstraction, on sait dessiner, on a les bases en dessin. C'est comme la musique, on ne peut pas faire du jazz si on n'a pas les bases en musique. C'est-à-dire qu'on a les gammes, on a les bases, et ensuite on va pouvoir improviser. L'art, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a les bases, et puis ensuite on va s'échapper de la réalité, on va s'échapper des bases pour créer notre propre répertoire personnel, et peut-être aller à l'abstraction, ou peut-être pas. Hein. Mais en tout cas, ça fait partie de la méthodologie. Donc, ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant dans les étapes de Picasso, puisqu'on voit bien en effet qu'il part d'un dessin extrêmement bien réalisé, extrêmement bien dessiné et précis, pour arriver à 2 ou 3 lignes qui vont symboliser ce taureau. Je repars sur mon... j'ai fait une petite échappée, mais j'aime bien faire ça. Je repars sur donc la fin, qu'on finisse cette histoire de nœud sur mon document que je vais partager sur le nœud. Vous avez des questions là-dessus? Non? Ah, j'ai regardé, en attendant que le document charge, j'ai regardé vos mobiles. J'appelle ça des mobiles au niveau des tissages parce qu'il y a une vraie, il y a une vraie référence à Calder et à des objets d'art qui sont en mouvement. Et j'ai trouvé ça super intéressant, votre travail. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Dans l'utilisation de fragments, d'objets hétéroclites, j'ai trouvé que c'était esthétiquement, il y avait une dimension qui est vraiment intéressante. On pourra en parler après si vous voulez.
Mais j'ai trouvé ça top. Et dans l'idée du mouvement, dans l'idée justement d'une dimension temporelle. Alors, ça charge. Hein. Il s'étonne que tu leur parles de mobile, parce que évidemment, comme ils ne sont pas encore tous enregistrés sur Teams, ils ne savent pas que j'ai envoyé leurs travaux. Ah bah on va les regarder alors. Après, on va prendre 5 minutes. Ok. Ah ouais, bah oui, nous, c'est vrai qu'entre professeurs, on s'échange des choses pendant que vous n'êtes pas là. Des choses se passent. Alors, donc on termine cette histoire du nœud. Et l'idée, ça va être hop, je vous mets les. Oh non, c'est pas les problématiques, elles sont là. Voilà. De réfléchir en lien avec le nœud, en lien avec les lignes, les formes des nœuds, de réfléchir aux liens qui existent entre les arts plastiques, et en l'occurrence entre les nœuds, cette histoire de nœuds, de liens, d'entrelacs, et l'architecture. On en a déjà parlé un petit peu il y a 15 jours. Et quels sont les points de convergence et de divergence entre ces deux disciplines, c'est-à-dire entre les arts plastiques et l'architecture. Quelque chose qui me semble intéressant dans des problématiques dans le cadre de cette thématique de nœuds, puisque en plus vous avez travaillé en architecture en début d'année, donc c'est quelque chose qui devrait vous parler. Et on s'est déjà aperçu il y a 15 jours que ces éléments comme ça, très géométrisés, très simples, sous forme de répétition, vont être utilisés de façon à générer des éléments décoratifs dans des façades, mais aussi des éléments d'architecture. Hein. Notamment, on l'a vu avec l'escalier en colimaçon au Vatican ou au musée Guggenheim à New York. Donc, c'est un lien qui est intéressant dans le cadre du nœud, faire ce lien avec l'architecture. Donc, le Triskel, on en avait parlé un petit peu. Je rappelle que c'est un nœud celtique qui est extrêmement connu, qui a été énormément reproduit, copié, transformé, notamment dans le body painting ou dans le tatouage dans les années 70-80. C'est un Triskel qui donc a 3 pattes, vous voyez, sous forme un petit peu de spirale. Il y a une véritable symétrie et la mythologie celtique de ce Triskel, donc de cette espèce de trio, c'est le passé, le présent, le futur, la naissance, la vie, la mort, mais également le corps, l'esprit, l'âme, et la terre, l'eau, l'air. Hein, j'en avais parlé la dernière fois notamment sur l'arbre de vie dans la, dans l'histoire celtique, où la nature a une grande importance, mais également tout ce qui est lié au monde, on va dire au monde invisible, puisque les Celtes avaient énormément de druides et il y a énormément de légendes autour de ces druides, autour des rituels que les druides pouvaient faire, à l'image des chamans. Hein. On se rend compte que de toute façon, les cultures, même si les géographies sont très éloignées, dans les mêmes époques, avaient des rites qui étaient très semblables. Hein. Avec des symboles aussi qui se ressemblaient, notamment ce qu'on a vu il y a 15 jours, le symbole de la spirale, hein, qui est un symbole qu'on a retrouvé à peu près partout dans le monde. On est un peu dans le même motif, hein, dans ce nœud qu'on appelle la triqueta. Qui est constitué de 3 arcs, à nouveau des entrelacs, donc avec ces passages dessus, dessous, des entrelacs qui sont déliés, qui vont générer des pleins et des vides, et qui toujours être dans cette dimension de mystique du chiffre 3, avec cette idée de la naissance, de la vie, de la mort qui est symbolisée à travers ce nœud. Alors, également, on a retrouvé des éléments qui sembleraient symboliser la féminité à travers ce nœud. Dans la forme, dans l'idée justement de ces liens qui sont assez déliés, il y a quelque chose de l'ordre de la féminité. Beaucoup plus, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà voir dans la croix celtique, hein, qui remonte au 8e siècle et qui ne servait pas, contrairement à ce que parfois on peut lire, parfois on peut croire, qui n'était pas érigé en ornement de tombe. C'était pas, même si le dessin, la forme est une croix,
mais on l'a retrouvée dans des lieux sacrés, dans des zones spéciales pour justement signifier ce lieu sacré. Et donc, on imagine, alors ça reste hypothétique, hein, mais comme beaucoup d'éléments à cette époque-là, on pense que ce signe qui était sur des lieux sacrés était des lieux de rassemblement pour des réflexions ou alors des lieux qui signifiaient à des voyageurs, à des nomades, qu'ils pouvaient s'arrêter là, puisque c'était un endroit sacré, qui était un endroit sous protection. Donc, en aucun cas, c'était un lieu qui signifiait la mort ou qui servait aux tombes ou au cimetière, mais bien au contraire, c'était plutôt un signe de protection et de lieu sacré. Les points cardinaux représentent les 4 éléments: le feu, la terre, l'eau et l'air, hein, qui faisait partie des éléments qui étaient extrêmement signifiés dans la culture celte. Autre nœud, il semblerait beaucoup plus contemporain. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que c'est un dessin du XXe siècle à cause de ces éléments géométriques, donc ces carrés qui forment des entrelacs, toujours avec cette même idée du dessus-dessous, du dedans, dehors, de l'extérieur, intérieur, de ces pleins, de ces vides. Hein, on est toujours dans cette tension, on en avait parlé il y a 15 jours, ces tensions entre le noir et le blanc, entre la légèreté et la pesanteur, entre le visible et l'invisible, etc., etc., entre le féminin et le masculin. Donc c'est vraiment ces symboles qui sont forts, hein, qu'on retrouve évidemment dans le bouddhisme. Et ça, typiquement, c'est un nœud tibétain. Toujours avec cette même idée qu'on retrouve chez les Celtes du nœud sans fin et sans début, donc de cette idée d'éternité. On l'appelle nœud éternel d'ailleurs, et il symbolise la sagesse infinie. Et toujours et encore, mais on le retrouve, hein, on en parle depuis le début, dans cette idée, dans cette thématique du nœud, toujours et encore cette idée d'interconnexion de toutes choses dans l'univers. Je trouve que c'est intéressant parce que cette idée d'interconnexion, j'en ai parlé avec une collègue cette semaine, et je trouve qu'elle est intéressante, cette idée d'interconnexion avec vous, la jeunesse du 21e siècle, qui êtes complètement interconnectés, hein, puisque vous êtes nés avec Internet, avec le numérique, avec aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et je trouve que dans cette idée de lien, il y a peut-être quelque chose à faire dans le domaine des arts visuels, évidemment, c'est-à-dire peut-être un lien à faire justement avec l'art numérique et cette idée du lien invisible, hein, c'est-à-dire de ce lien qui nous unit tous aujourd'hui et qui globalise ce monde à travers justement quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, hein, parce que quand on se téléphone, on voit pas, il n'y a pas de fil qui relie nos téléphones, il n'y a rien. Mais il y a quand même un lien virtuel, un lien invisible. Et il y a, à mon avis, quelque chose à trouver entre cette interconnexion que nos ancêtres avaient déjà symbolisée par le nœud, mais de façon matérielle, avec une vraie matérialité, et nous qui sommes interconnectés. Alors malheureusement, à mon goût, pas assez humainement, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, hein. Mais en tout cas interconnectés de façon dans la communication, c'est déjà pas si mal, vous me direz. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à trouver. Alors vous qui êtes jeune et dynamique, je pense que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez réfléchir. Justement à ce phénomène d'interconnexion qui n'est plus matériel, qui est immatériel aujourd'hui et qui pourrait générer comme ça peut-être une œuvre d'art, une production qui pourrait être intéressante. Une piste. Même chose, toujours du côté asiatique. Ce nœud chinois qu'on retrouve beaucoup, notamment, vous savez, pour le jour de l'an, le jour de l'an chinois, on retrouve beaucoup cet objet. Enfin, on le voit beaucoup parce que maintenant, le jour de l'an chinois, on le fête un petit peu partout dans le monde.
Et tant mieux, ça nous permet de découvrir cette culture. Et il est symbole, mais comme pas mal de nœuds aussi, comme le triskel, de bonheur, de bon augure, de bonne chance. Et vous voyez, on a quand même, il est un petit peu différent, mais on a toujours ces éléments d'entre-là. On a un côté un peu tressage qu'on avait vu tout au début, si vous vous rappelez, tout au début de cette conférence. Hein, il y a vraiment cette idée de tressage, donc cette idée finalement de toujours dessus, dessous, avec ces lignes qui deviennent de plus en plus complexes pour créer des objets qui deviennent des objets artistiques. Et il symbolise, on l'imagine bien, l'union. Alors, il est destiné aux occasions spéciales, donc je l'ai dit pour le Nouvel An, mais aussi je suis en train de regarder en même temps le texte que j'ai mis pour le mariage. J'avais un doute, mais en effet, symbolise l'union. Bon, quand on dit union, on dit toujours interconnexion, on dit le lien, évidemment. Quand on dit le lien, on parle d'affect. Hein, il y a une dimension émotionnelle dans cette histoire de lien. Voilà ce que moi, c'est un artiste que j'aime énormément. Voilà le lien. Alors, je rappelle, je remets le questionnement que j'avais mis. Quel lien existe-t-il entre les arts plastiques et l'architecture? Quels sont les points de convergence et de divergence entre ces deux disciplines? Je vous remontre cet artiste, qui est un artiste que j'aime vraiment beaucoup, Oliveira, qui est un artiste contemporain, hein, qui est brésilien, qui expose partout dans le monde maintenant. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci. Il faut que je coupe 5 minutes. Non, elle a dû intervenir sur son travail. Cet artiste, je pense qu'au moins vous l'avez déjà vu une fois, ne serait-ce que sur Instagram, non? Non, jamais, c'est l'artiste brésilien. Il travaille à partir de. Il récupère sur les chantiers, il récupère ce qu'on utilise des grandes plaques qui sont en Brésil et au Mexique. Ce sont des plaques en bois. Ici, c'est du métal, c'est de fiquet en plastique vert. Hein. Et il récupère ça parce que c'est du bois laminé, donc ça se décolle. Il y a plusieurs couches et il s'en sert pour faire des interventions in situ, soit dans les musées, soit dans la rue. Et c'est assez immense, toujours très très grand. Excusez-moi, je suis de retour. J'avais un petit souci. Alors, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Ah, ok, super. Alors, cet artiste, qui est un artiste brésilien, dans cette problématique de l'architecture et du nœud, elle est vraiment, et de ce lien avec le végétal, avec la nature, elle est vraiment intéressante. Dans cette symbolique qu'il reprend avec ces formes qui s'entrelacent, allez voir le travail qu'il fait, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous le connaissez, si c'est un artiste que vous avez déjà vu. Il vient de dire que personne ne l'a jamais vu, ni même sur Instagram, ni sur aucun réseau social, ça m'étonne. Ah vous regarderez, il est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de voir une œuvre il y a 2 ou 3 ans en Bretagne. Il a fait une œuvre, il fait beaucoup d'œuvres dans des églises. Et en fait, ce sont des véritables cheminements. C'est-à-dire que quand on passe. Alors là, c'était beaucoup plus impressionnant. C'est-à-dire qu'il va vraiment mettre des troncs. Des troncs d'arbres, des vrais troncs d'arbres qui vont se délier et vont muter avec l'architecture.
Il y a vraiment une mutation entre la nature et la culture, entre la nature et l'architecture, à travers des nœuds, à travers quelque chose qui est de l'ordre de la tension, entre justement ces pleins, ces vides, ces torsions. C'est fabuleux ce qu'il fait. Outre la maîtrise technique, la dimension esthétique est fabuleuse, il n'y a pas d'autre mot. Et la dimension symbolique est aussi extrêmement prégnante, parce que quand vous voyez ces œuvres, on sent bien il y a quelque chose de l'ordre de la fusion, de l'union, de l'interconnexion entre justement l'humain et la nature, entre l'architecture et l'humain. Oui. Et une question, comment elle s'appelle? Olivera, je vous le mettrai sur Olivera, Olivera. Ok, merci. Le nom de famille? Il est de Rio de Janeiro, hein, il est du Brésil, il est brésilien. Je vous le mettrai sur Teams, si vous voulez, sur le canal. Ça, c'est une autre forme. Il a vraiment… bon, vous voyez, là, c'est moins spectaculaire. Quand vous allez voir ses œuvres, il y a vraiment des choses qui sont extrêmement spectaculaires dans la technicité et dans cette idée. Moi, ça me rappelle en plus des architectures que j'aime beaucoup, qui me parlent beaucoup, qui sont les architectures japonaises. Vous savez qu'au Japon, depuis toujours, il y a vraiment cette idée du lien entre l'extérieur et l'intérieur. À l'image de, vous connaissez cette maison, la maison Cascade de Frank Lloyd Wright, qui est un grand architecte du XXe siècle, qui a fait cette maison aux États-Unis. Et l'idée, c'est vraiment, ah bah, je vous montrerai. L'idée, c'est vraiment d'être en union avec la nature. C'est pas grave, je vous montrerai. C'est pas grave, je suis là pour ça aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'œuvrer, en fait, entre ce lien extérieur et intérieur. Et dans l'architecture asiatique, il y a vraiment cette idée, c'est-à-dire que l'extérieur est intérieur, c'est-à-dire que dans des maisons japonaises, outre le fait que les parois sont amovibles et sont en bois, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mobilité, du modulable. Il y a aussi cette idée qu'à l'intérieur, on peut avoir une cascade de la maison. Dans votre salon, vous avez une cascade avec des rochers, des véritables rochers. Et là, il y a cette idée-là chez Olivera, c'est-à-dire que l'intérieur vient à l'extérieur et l'extérieur vient à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une union véritable, une interconnexion entre la nature et la culture, entre l'humain et la nature, entre cette idée que finalement, il faut arrêter de dissocier l'être humain de la nature, ce qu'on fait depuis la révolution industrielle, hein, depuis le fin 19e. C'est-à-dire qu'on a tendance à se sentir supérieur à la nature et tendance à écraser la nature, mais on voit bien que ça ne marche pas, puisqu'on se retrouve dans des situations climatiques invraisemblables. Et là, l'idée de cet artiste, c'est de dire, ben non, finalement, il faut être en harmonie avec cette nature, il faut travailler avec cette nature et œuvrer avec la nature dans un respect, dans une union qui fait qu'on va pouvoir vivre ensemble. Alors, je suis obligée, pardon, hein, aujourd'hui, c'est un peu de mettre ma batterie. Excusez-moi, je remets ma batterie. Voilà, c'est bon. Je suis arrivée un petit peu sur le feu juste avant de vous avoir et donc du coup, je suis pas super au point. Mais on reparlera de lui si vous voulez. Si l'architecture vous intéresse, on en avait parlé avec les terminales, parce que moi, ça fait partie de ma formation. On pourra justement, moi, je fais pas mal de liens entre les arts plastiques et l'architecture. Et outre le fait que l'architecture, on est vraiment dans une œuvre d'art totale, hein, puisque dans l'architecture, autant on peut parler des matériaux que de la présentation, que de la réception, mais aussi tout ce qui est lié à la ligne, à la forme, etc., à la couleur, évidemment. Donc, les arts plastiques font partie intégrante des architectures. Et on le retrouve chez Olivera dans ses œuvres, dans ses sculptures, hein, puisqu'on appelle ça des sculptures. Autre exemple, je m'enlève, c'est mieux, on voit l'œuvre, du Musée du monde arabe à Paris, qui a été… l'architecte, c'est Jean Nouvel, donc un grand architecte qui s'est inspiré des moucharabiers. Je ne sais pas si le terme… alors, on appelle ça aussi claustra. Et vous savez, les moucharabiers, ce sont les Arabes qui ont inventé ces claustras, ces cloisons, qui sont des cloisons avec des pleins et des vides.
c'est-à-dire qui permettent de laisser passer la lumière. C'est-à-dire ça ne ferme pas complètement un espace, ça permet de laisser passer la lumière, mais aussi de laisser passer l'air. Donc, c'est une cloison qui n'est pas complètement fermée. Et les moucharabiés génèrent des motifs qui, justement, nous rappellent les nœuds, des nœuds celtiques, des nœuds comme cela, parce que c'est vrai que dans la culture orientale, on a aussi énormément de nœuds qui se répètent et on le retrouve ici. On retrouve cet élément avec des répétitions comme ça qui rappellent des spirales, qui rappellent des nœuds et qui vont générer la façade qu'on retrouve ici. Alors là, il s'est passé un petit souci dans le texte, mais c'est pas grave. La façade de l'Institut du monde arabe à Paris, qui est un musée qui, comme son nom l'indique, expose des artistes arabes. C'est un très beau, un très beau bâtiment. Et vous voyez toute la façade de ce bâtiment. Alors, évidemment, c'est un élément qui est un alliage qui ressemble à du fer, mais tout est ajouré et donc ça laisse passer la lumière et ça crée, vous voyez, on le voit sur les tables, ça crée ce qui est une bibliothèque aussi, ça crée des ombres et des effets de lumière qui sont bluffants en fait. C'est-à-dire qu'on a, grâce au dessin des parois qui sont ajourées, qui sont faits de plein et de vide et de répétitions, on va générer comme ça un autre dessin qui est un dessin finalement en mouvant, puisque selon la lumière à l'extérieur, selon si le soleil se lève ou s'il est au zénith, les dessins, les ombres vont être différentes. Et on va générer comme ça, au fur et à mesure de la journée, à l'intérieur de l'espace, des dessins, des formes qui vont se développer, qui vont vivre et qui vont mourir en fin de journée. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant dans cette idée justement d'architecture qui vit véritablement d'œuvres vivantes, on pourrait appeler ça. Hein, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a du mouvement, il y a une dimension temporelle à l'intérieur de cette architecture grâce à ces parois inspirées des moucharabiés et du monde arabe. Même chose, alors pas même chose du tout, mais là on est sur un mobilier design précolombien, mais c'était pour rappeler la spirale. Et puis à nouveau une porte faite d'éléments décoratifs avec des répétitions qui est à Rabat, une grande porte à Rabat au Maroc et qui a été conservée dans un état un très bon état. Et là, c'est juste, je vous ai mis juste le dessin. Peut-être qu'on regardera la porte la prochaine fois pour justement avoir cette préciosité et ces motifs, ces nœuds c'est un nœud complexe, mais ce nœud va être répété X fois pour créer un élément décoratif et finalement créer un élément architectural. C'est une notion moi, que j'ai tendance à beaucoup répéter en art plastique, mais qui fonctionne bien. C'est-à-dire l'idée de dessiner un motif. Je dessine un motif qui est complexe ou simple, et ce motif, je vais le répéter, je vais le superposer, je vais le juxtaposer, je vais le changer de couleur, et je vais en créer une œuvre contemporaine, une œuvre moderne. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, et dans le dessin et dans l'architecture. On verra d'autres artistes sur le nœud la prochaine fois. Il est 18h58. Je voulais, avant de partir, parce que j'avais dit 45, mais je voulais quand même, je vais prendre un peu le temps. J'ai mis un sujet. Je voulais juste vous le montrer dans Première. Là, on est sur Teams. OK? Sur Teams, vous voyez, là, il y a vos œuvres sur Teams. Je ferai un petit commentaire et je ferai des références sur les œuvres la prochaine fois. Et pardon, Étienne. On ne voit rien. Vous ne voyez rien? Alors, il faut attendre que... Ah, pardon, non, c'est moi, je ne vais pas partager. Il faut que je change l'écran, pardon. C'est normal, c'est moi qui n'ai pas changé. Merci Simon de me le dire, sinon, moi, je ne m'en aperçois pas. OK, là, vous allez voir normalement. Oui, non? Oui. OK. Donc, j'ai fait déjà un petit commentaire sur le côté multisensoriel en lien avec vos productions, ce que vous avez fait. Je trouve vraiment sympa dans la thématique du nœud. Et en fait, le lien que j'ai fait, c'est avec l'objet.
Ça m'a fait penser aux objets qu'on retrouvait dans les années 60-70 et qui sont vraiment cette idée de métamorphose et de créer à partir de fragments d'éléments du réel, si vous voulez, des objets artistiques qu'on retrouve chez les artistes du pop art, mais également chez les nouveaux réalistes type Armand. Alors, si vous voulez, je vous mettrai les références que je ne les ai pas mis. J'ai juste mis les noms des artistes. La problématique qu'on pourrait faire en lien avec ce que vous avez fait, c'est sur justement la réconciliation entre l'art et la vie. Puisque vous avez été chercher des éléments du quotidien, des éléments de la vie réelle pour créer vos œuvres d'art, hein, vos productions, on appellerait ça comme ça, quel est le lien qu'on pourrait faire entre l'art et la vie? C'est en fait une problématique qui est travaillée depuis le milieu du XXe, notamment avec des gens qu'on appelle des situationnistes, des artistes comme Guy Debord, qui passaient leur temps justement à essayer de mêler l'art et la vie, qui pensaient que l'art et la vie n'étaient pas dissociables. C'est-à-dire que tout ce qui faisait partie de notre vie était un objet artistique. Par exemple, se promener, flâner dans les rues de Paris ou de Cali, à partir du moment où j'en faisais après une cartographie, était un objet d'art. Hein, c'est une vraie dimension philosophique, c'est-à-dire mêler l'art et la vie, faire en sorte que l'un et l'autre ne soient pas du tout désunis. Ça rappelle aussi ce phénomène de nœud, c'est-à-dire que ce lien, cette interconnexion se fait aussi entre l'art et la vie. Il n'y a plus de cloison entre l'art et la vie est art et l'art est vie. Bon, voir C.F. Lacan, mais si vous voulez, on en parlera la prochaine fois. Et se poser la question aussi si est-ce qu'on serait prêt à rêver d'un monde sans objet. Qu'est-ce que nous apporte l'objet, notamment l'objet artistique, dans le cadre d'un travail ou d'une production artistique. Je vous mettrai vos objets m'ont fait penser beaucoup à un artiste qui s'appelle Martial Reis, qui est dans cette mouvance-là. Justement des objets poétisés, des objets de mémoire, dans cette mouvance des nouveaux réalistes, donc qui sont liés ensuite au pop art, hein, mais on les appelle les nouveaux réalistes. Il a fait des oiseaux de paradis avec des fragments, des objets comme ça du quotidien, et qui expriment, comme ce qu'on retrouve dans vos productions, des notions de légèreté, mais aussi de pesanteur, des notions de mouvement, de suspension, de fragilité, mais aussi de quelque chose qui va être solide, des notions d'espace, de temporalité et de rapport au monde. Ça, c'est sur Teams, hein, c'est écrit. Hein. Je vais un peu vite, je m'excuse, mais on pourra le revoir si vous voulez. Et je vous invite à regarder le sujet. Vous en appreniez. Vous avez le droit de me poser des questions sur Teams si vous avez besoin de références, si vous avez besoin, ou il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou j'ai été trop vite, n'hésitez pas. Vous pouvez aller vous êtes normalement tous inscrits. Vous pouvez aller sur le canal, premièrement, voir ce que les autres élèves font. Il y a des élèves de Cuba, il y a des élèves du Cameroun, il y a des élèves de Bali, d'Indonésie. Donc, voir un petit peu ce qu'ils font, ça peut être sympa pour vous. Et puis, poser des questions si vous en avez envie. Là, il y a un sujet sur la matérialité qui est en lien justement avec la 3e conférence. Souvent, on travaille, en tout cas moi, je travaille comme ça depuis pas mal d'années. On vous pose une incitation. Il n'y a pas de contrainte de médium, pas de contrainte de format ni technique. Et l'incitation est liée à un corpus d'œuvres que vous voyez ici. Je vous invite à les découvrir. Il y a Barcelo, il y a Appelt qui fait beaucoup de vidéos, beaucoup de performances dans des allégories justement sur l'art et sur la vie et la mort. Ce galet là qui est extraordinaire, le galet de Mapa Pansgat, pardon pour l'écorchement, qui a été repris dans une bande dessinée d'un grand dessinateur de BD que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marc-Antoine Mathieu. Je ne sais pas si ça vous parle, qui fait des dessins avec une perspective bluffante, qui fait des mises en abîme. Ça vous parle ou pas? Je vous montre rapidement, qui fait des mises en abîme, c'est un dessinateur contemporain, des mises en abîme juste bluffantes, Marc-Antoine Mathieu, et il a fait une BD qui s'appelle, voilà, ce type de dessin. Il a fait une BD sur un artiste contemporain qui s'appelle Otto, O-T-T-O, W-T-O.
Alors là, je suis sur Google, là, du coup, je n'avais pas préparé ça parce que j'ai toujours tendance à m'évader. Vraiment, au niveau de la perspective, c'est un as de la perspective. C'est beaucoup en noir et blanc. Bon, ça, c'est pas les plus beaux, mais il y a des choses comme ça aussi très métaphysiques dans ses dessins. Otto, c'est un artiste qui est complètement, qui fait un burn-out, qui est complètement désœuvré, qui se retrouve dans des mises en abîme assez extraordinaires. C'est lui, vous avez dû voir ça sur le portable parce qu'après, ça a été repris de nombreuses fois. Vous savez, quand on regarde ces notions justement d'angle et quand on regarde, par exemple, voilà, ça, je cherchais. Quand on regarde dans un portable ou dans un rétroviseur, et puis il y a une mise en abîme, on voit un détail, et dans ce détail, il y a une image qui apparaît, puis ensuite une nouvelle image. Vous avez jamais vu ça? C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu sur Insta, vous voyez, là, il regarde il y a un effet loupe, et puis on voit dans le miroir, et il va dans le miroir, et puis on voit le dessin, puis à travers le dessin, il y a à nouveau un téléphone, et on voit à travers le téléphone, et ce qu'on appelle une mise en abîme. Alors, c'est un as de ces mises en abîme-là. Bon, je vous invite à aller voir Marc-Antoine Mathieu, CBD. Les dessins sont extraordinaires. Et la perspective est extraordinaire. C'est un technicien du dessin, un technicien de la perspective. Et en plus, les thématiques sont vraiment sympas. Enfin, ce dont il parle, on est vraiment dans une dimension artistique. C'est super sympa. Bon, je me suis échappée, mais c'est pas grave. Donc, lui, il parle dans Otto de ce galet qui a été retrouvé euh, dans une époque. Alors, c'était au néolithique, si je ne me trompe pas. Et alors, on ne sait pas, ce galet, si c'est un artefact ou c'est un artefact s'il a été fait par l'homme, ce qu'on appelle un artefact, ou si, si l'homme du néolithique l'a retrouvé comme ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'homme qui l'a trouvé ou qui l'a fait avec ses doigts, l'a gardé avec lui, comme s'il s'était retrouvé, il s'était identifié avec ce galet. Et ça, c'est quelque chose qui est assez formidable parce que ça voudrait dire que déjà, l'homme du néolithique s'est identifié à ce portrait-là. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette dimension philosophique, presque métaphysique. La citation, je vais m'arrêter là, de ce sujet. Et souvent, l'idée, c'est de travailler avec une citation qui va déclencher chez vous une inspiration et une envie de travailler, une envie de créer. Et l'incitation, c'est « Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?» L'idée, c'est de travailler autour de ça. Sans contrainte dans ce sujet de format, sans contrainte de médium. Ça peut être une vidéo comme cet artiste l'a fait, Didier Appelt, qui travaille beaucoup avec des vidéos avec de l'argile. Ça peut être une peinture, ça peut être une sculpture, ça peut être une photographie, une chronophotographie. L'idée, c'est d'aller chercher le médium qui vous plaît, mais d'aller aussi, on en parlait avec votre professeur, sortir de votre zone de confort. Et si vous faites jamais de vidéo, allez faire une vidéo. Si vous faites jamais de chronophotographie, allez faire une chronophotographie. Allez chercher des médiums que vous ne faites pas d'habitude pour regarder un petit peu comment vous travaillez et comment vous allez vous questionner avec un autre support, avec un autre format. C'est toujours intéressant également de changer de format quand on travaille toujours sur des A3 ou des A4. Travailler sur du grand, du très grand, travailler sur le sol, travailler sur les murs, changer les espaces, changer les formats, changer les médiums. Si vous travaillez qu'avec du pinceau, travaillez avec les doigts, fabriquez-vous des outils, etc., etc. Ça va vous permettre de vous connaître et de découvrir chez vous des choses qui vont vous étonner et qui vont vous permettre d'enrichir votre partie artistique et de découvrir des choses qui vont être bluffantes dans ce que vous êtes capable de faire et d'exprimer. Voilà. Des questions? Je m'excuse, hein, j'ai fini un peu vite. Ça va ou pas? Oui? Est-ce que vous avez des questions? Non? Si vous avez des questions qui viennent après, vous pouvez les poser, les écrire, les poser ou via Teams ou via votre professeur. Je serai ravie d'y répondre. Si vous avez des références ou je suis passée trop vite et vous avez besoin de références, vous me les demandez, je vous les donnerai. Si vous avez une question en lien avec votre pratique, vous n'hésitez pas, etc., etc. OK? Bon, vous avez digéré, ça va?
Oui, hein. Ok, super. Bon, bah, voilà, j'espère découvrir à nouveau votre travail. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, c'est le soir, donc je vais arrêter ma journée de travail. Et puis je vous dis à très bientôt. Et bonnes vacances, parce qu'on ne se verra pas. On se verra pas, on se verra en 2024. Donc, bonne fête, profitez bien, amusez-vous bien. C'est important aussi. Au revoir. Au revoir. Virginie. Oui, salut Étienne. À bientôt. Elle est restée tranquille 50 minutes, puis il a fait un. Et prenez une pause avant que ça sonne pour qu'on puisse reprendre. Voilà. Allez, vous aérez le cerveau. Hein. Oui, là-bas. Arrêtez de vous accroche. Non, je sais pas comment on fait ça. Bien sûr. Lequel? Aussi. Ben si, mais peut-être que ça, il s'écrit. On verra, ça ne marche pas. Pardon. Que des bonnes choses que ça fait. Ben, tu vas voir, c'est pas. Vraiment, on n'a rien à de. Oui, c'est pas drôle. Ouais. Vous allez voir, on va continuer notre. Enrique, il met un H, non? Oui. Yes, c'était. C'est vrai, je comprends. Comment est-ce qu'on dit artiste en brésilien? Et qu'est-ce que tu pourrais dire sur des musiques? Pardon? C'est grave.
Donc ce rail marche pas du tout. Je sais pas, il y a pas de. Il verra. Ay, los animales en cabeza. Ay, yo dije, me haga visto. Ok, ya. Dale. Ya. Oye, te voy a hacer
Hermagelo. Si mi famiglia si sotto. Così. Tiene una hoja que lo C'est parti, dernier ferme la porte. Salazar, elle se réveille. Salut! Voilà, alors on a Simon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a toi? Je veux ma peinture et ça va arriver. Vamos a hacer.